Is it time? Yeah? Okay. Perfect. Excellent. Okay, so just to reassure the English speakers, the slides are in English, so you can follow along, but I'll be speaking in French because it's important to have some French here. Donc, je me présente, je suis étudiante au doctorat en deuxième année. Avec Dave comme superviseur. Alors, juste aussi pour donner un peu un background à mon approche, j'ai travaillé comme informaticienne en intelligence artificielle appliquée à la synthèse vocale puis au traitement automatique des langues naturelles. Donc, je connais quand même ce monde-là d'un point de vue plus technique, puis là, je l'aborde d'un point de vue plus philosophique et éducatif. Donc, en gros, ça va être le plan. Donc, un peu expliquer le titre de ma présentation. C'est quoi les différents problèmes de confiance qu'on retrouve en intelligence artificielle. Après ça, je détaille ça un peu plus au niveau de la confiance qu'on a par rapport à la technologie comme objet. Et ensuite, la confiance qu'on a envers les experts de l'intelligence artificielle. Puis après ça, ça m'amène un peu à discuter d'un sorte de cadre théorique qui n'est pas vraiment officiel parce qu'il n'y a pas grand-chose au fond en éducation de l'intelligence artificielle. Puis en éducation à l'éthique de l'intelligence artificielle. Puis après ça, on regarde un peu les conséquences puis différentes avenues que j'entrevois. Donc, en ce moment, c'est vraiment intéressant parce qu'on vit dans un monde hyper connecté que Anne va décrire comme un panoptique, donc cette ancienne prison où chaque prisonnier observe l'autre. Donc, tout le monde est un peu en mode d'observation. Et puis, donc, est-ce que c'est avec les réseaux sociaux, avec une demande de transparence au niveau des gouvernements, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. On veut savoir le plus d'informations possible. Puis, ce qui est très intéressant et contradictoire dans un sens, c'est que l'intelligence artificielle est d'abord connue pour sa nature de boîte noire où on ne sait pas toujours pourquoi telle ou telle décision va être faite, telle recommandation. Et puis ensuite, malgré tout ça, il y a aussi des différents problèmes au niveau socio-éthique. Si on peut parler, par exemple, c'est quand même un exemple assez célèbre, le logiciel Compass, qui était un logiciel de prédiction de récidives, puis qui était carrément biaisé envers les personnes noires. Donc, le taux, il prévoyait que les personnes noires allaient toujours être, je sais pas, là, je me souviens plus du taux, mais c'était énormément plus, plus sujette à faire de la récidive. Donc, au final, donc s'il y a une nature un peu de boîte noire, il y a différents problèmes au niveau de la éthique, mais on continue à croire à cette technologie-là. D'abord, un peu par une espèce de processus de diffusion où les compagnies vont ajouter l'intelligence artificielle de plus en plus dans les différents outils qu'on va utiliser, puis qui, au final, tout le monde accepte ça. On ne remet pas nécessairement en question ce principe-là. Juste avec Spotify, je suis sûre que tout le monde est content d'avoir son petit review à la fin de l'année, savoir qu'est-ce qu'on a écouté, mais ils nous traquent tout le long de l'année pour produire ce genre de rapport-là. Puis après ça aussi, on peut observer une tendance à avoir une confiance démesurée dans la machine, même quand elle fait des recommandations qui sont contraires à notre instinct. Puis ils font différents tests là, en faisant exprès que les recommandations soient fausses, puis les gens vont quand même croire plus la machine que leur propre instinct, même si ça entre totalement en contradiction. Donc, tout ça est problématique et ça soulève deux questions. Pourquoi on a cette confiance-là en l'intelligence artificielle qui est démesurée quand on regarde les différents problèmes qu'il y a avec ça? Et après, comment on peut bâtir une relation un peu plus saine avec cette technologie-là? Parce que, veut pas, il y a quand même certains aspects positifs si on pense à juste la détection du discours haineux en ligne ou l'optimisation de l'énergie dans la construction de bâtiments. Là, il y a quand même des applications positives. Là. C'est pas juste le démon, l'intelligence artificielle. Donc, avec ça, je vous propose une espèce de processus de réflexion pour essayer de comprendre un peu ce qui nous amène à cette observation de ce phénomène-là. Donc, pour la première dimension que je vois, c'est une confiance en la technologie qui est cardinale dans la société occidentale. Puis pour ça, je me base beaucoup sur les travaux d'Ellul.
un philosophe français, qui donc montre que la technologie et l'efficacité qu'elle apporte sont vraiment devenues des valeurs cardinales qui vont guider notre vision du progrès. Les gens vont vraiment ont cette croyance, bien, une croyance, oui. On peut appeler ça une croyance en la rationalité, la neutralité de la méthode scientifique. C'est ça qu'on peut même dater de ça avec le siècle des Lumières, où là, tout d'un coup, on sort du dogmatisme religieux, puis de l'espèce de subjectivité, puis le mythe, la mythologie. Puis là, tout d'un coup, on arrive avec une méthode qui est cartésienne, rationnelle. Puis là, on est capable de dire, ben c'est logique, on s'est dégagé de toute subjectivité. Donc, c'est ce qui nous permet d'arriver à une vérité pure, complète, et qui n'est pas biaisée. Puis aussi, avec dans cette vision-là, on a aussi... Comme on comprend que, on se dit que la technologie est objective, ben là, le choix maintenant est simple. L'humain n'a plus à s'impliquer dans le processus du progrès parce qu'on va toujours être capable de comparer une innovation technologique avec la précédente. Puis si les résultats, la mesure objective qu'on aura utilisée pour déterminer s'il y a un progrès montre que cette nouvelle forme de technologie est plus efficace que l'autre, ben le choix est automatique. On n'a même pas à se poser de questions, on va juste aller avec ça. Et aussi au niveau... puis s'il y a des erreurs, si on se trompe, si ces mesures-là finalement nous ont indiqué certaines choses, puis finalement il y a quand même des petites erreurs, mais on va dire que c'est un mal nécessaire. On peut penser par exemple avec l'énergie nucléaire, il y a eu quand même des catastrophes assez... importante, là, on peut juste penser à Tchernobyl, mais au final, on a quand même décidé de garder l'énergie nucléaire parce que ça nous apporte plus de bienfaits, puis c'est mesurable. Puis là, ben, ce qui est intéressant, c'est que les mesures en intelligence artificielle de l'efficacité ne tiennent pas compte de la complexité du système social dans lequel ces technologies-là s'inscrivent. On peut penser justement là, avec les biais. On n'est pas capable nécessairement de mesurer qu'est-ce que ça veut dire un système équitable ou qui n'est pas biaisé ou qui va être juste. Donc, ça, c'est le premier aspect. Là, on a une espèce de surconfiance dans dans l'apport que la technologie peut amener parce qu'on croit que c'est objectif et neutre. Après ça, ça m'amène à la deuxième partie de cette confiance-là, qui est la confiance en les experts en intelligence artificielle. Donc, d'abord, c'est important de se rappeler qu'un objet n'est pas neutre. Il va quand même être, comme on l'a montré aussi précédemment, là, mais donc cet objet-là dépend du contexte social dans lequel il est développé. Donc, les personnes qui sont en charge du développement de cette technologie sont responsables un peu, d'une certaine façon, de la direction que cette technologie-là va prendre. Et puis, ce qui nous amène après à la pensée de Latour qui dit que, évidemment, le savoir scientifique est trop vaste pour qu'une personne puisse le comprendre en entier. Donc, il faut accepter de faire confiance aux petits groupuscules d'expertise qui existent pour bâtir sur ces expertises-là. On va assumer que certaines choses sont vraies parce que la communauté scientifique s'est entendue pour dire que ça, c'est vrai. Donc, ça crée, encore une fois, ces espèces de petites boîtes noires où on va... Donc, c'est ça, les scientifiques entre eux acceptent ça. Donc, comme les scientifiques en intelligence artificielle vont accepter le fait qu'il y a des incohérences dans cette technologie-là, que c'est pas toujours clair, qu'il y a des différentes erreurs, tout ça, ben la population n'a pas ce genre de savoir-là, donc est un peu obligée de leur faire confiance à eux aussi parce qu'ils ont cette autorité-là. Et puis, donc, c'est ça, parce qu'au final, si on remettait toujours en question, ça pourrait créer une espèce d'état d'hypervigilance qui n'est pas soutenable. Il faut apprendre à faire confiance un petit peu, mais peut-être que dans le cas de l'intelligence artificielle, cette confiance-là est à remettre en question. Donc, ce qui m'amène au cadre de la mentalité professionnelle ou le professional mindset, qui est en fait un texte d'opinion de Borenstein et Howard, mais ces deux auteurs-là travaillent quand même beaucoup sur la question de l'éducation à l'éthique de l'intelligence artificielle, puis
dans leur argumentation, quand même, montrent que l'éducation est clé dans notre rapport à l'intelligence artificielle pour apprendre à mieux la critiquer, pour pas avoir une confiance démesurée en cette technologie-là. Donc, puis pour eux, ce qui est un des premiers pas à faire, c'est d'améliorer la formation à l'éthique des futurs travailleurs et travailleuses en intelligence artificielle en créant une mentalité professionnelle, le professional mindset, qui est basé sur une sensibilité morale, donc une reconnaissance du fait que la technologie n'est pas si objective qu'on le croit, et sur le fait de construire une espèce de responsabilité professionnelle pour que ces futurs membres de l'industrie de l'intelligence artificielle comprennent leurs responsabilités qui leur incombent, que les gens leur font confiance. Donc, ça rappelle les deux éléments que j'ai discutés par rapport à la situation un peu étrange, par rapport à la confiance à l'intelligence artificielle. Puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça fait aussi référence à différents auteurs en philosophie de l'éducation. Par exemple, Dewey qui veut montrer que la science ne doit pas être vue comme un objet extérieur. La science est un objet social. Donc, n'est pas nécessairement neutre. Là. Elle permet de moduler la société comme la société la module. Puis aussi, donc ça fait aussi écho avec cette idée de sensibilité morale. Puis au niveau de la responsabilité professionnelle, on peut aussi voir des différents rappels au niveau de l'éthique du care qui est défendue par Nudings dans les écoles pour qu'on apprenne davantage aux gens justement là, à se soucier des autres et pas juste à maîtriser différents savoirs académiques qui, au final, on n'est pas convaincu de leur utilité, alors que d'apprendre à se soucier des gens, mais on s'entend qu'on est un animal social en tant qu'être humain, donc c'est quelque chose qui est quand même fondamental à apprendre. Donc, voilà. Donc, ce qu'on peut faire à partir de ces différentes discussions, mais c'est sûr que moi, au niveau de l'éducation à l'intelligence artificielle, c'est primordial justement là, d'éduquer pour un peu remettre en question là, cette confiance démesurée qu'on a, d'abord au niveau des leaders de cette industrie-là, soit les futurs travailleurs et travailleuses en intelligence artificielle. Donc, en adoptant par exemple ce cadre-là là, du professional mindset pour permettre un peu de réévaluer la façon dont on intègre l'éthique, puis aussi comment on enseigne les différents contenus plus techniques. Puis aussi, ben, avec cette idée-là de sensibilité morale, ben, c'est sûr que d'apprendre un peu au public en général là, que la science n'est pas un objet neutre aussi, là, pour qu'on développe un peu plus son esprit critique. Puis après ça, ben, d'avoir comme chaque personne va un peu plus comprendre le monde de l'autre, ben vous essayez de créer une espèce de dialogue pour favoriser une pensée critique, puis davantage inclure des différents parties prenantes là, qui vont être impactées par le développement de cette technologie. Donc, ça fait quand même un tour un peu bref, là, c'est sûr, de ce monde-là, qui est quand même assez complexe. Mais donc, c'est ça, là, je pense que c'est juste une façon de un peu se rendre compte qu'on doit développer un peu et rapidement, là, parce qu'on voit que justement le ChatGPT qui est en train de bouleverser le monde éducatif dans les derniers temps. Donc, voilà, c'est ça.